Bonjour à tous, je suis Émilie Martin, je suis journaliste au magazine Ciel et Espace. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre, encore plus que ce qu'on avait espéré. C'est super et ça fait chaud au cœur. Alors vous le savez peut-être, en février de cette année 2021, on fêtait les 50 ans de la mission Apollo 14. Sur la Lune, les astronautes Edgar Mitchell et Alan Shepard avaient un gros programme en termes de géologie. Un programme qu'ils n'ont pas tout à fait réussi à remplir, ce qui leur a été beaucoup reproché. Or, c'est assez injuste parce que cette mission Apollo 14 va finalement servir de base aux missions d'exploration spatiale futures. C'est ce que va nous démontrer Philippe Hénarejos. Philippe Hénarejos, c'est le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Et hop, là, j'en profite pour dire que c'est un super rédacteur en chef. Il est l'auteur du livre « Ils ont marché sur la Lune » et vous allez d'ailleurs pouvoir le rencontrer parce qu'il y a une signature prévue à l'Espace Librairie juste après la conférence. Pas de questions, mais une signature. Et c'est aussi l'un des plus grands spécialistes des missions Apollo, mais je pense que c'est plus nécessaire de le présenter. Mesdames et messieurs, Philippe Hénarejos. Merci Émilie, elle me met la pression d'entrée, j'ai intérêt assuré maintenant. Alors comme elle vous l'a dit, la mission Apollo 14 en fait son cinquantenaire cette année. Enfin, c'était au mois de janvier-février puisque la mission a décollé le 31 janvier. Mais ce n'est pas pour ça que je vous fais une conférence aujourd'hui. C'est parce que pour les besoins du livre que j'ai écrit et dont Émilie vous a parlé, évidemment je me suis documenté et j'ai gratté un peu sur cette mission Apollo 14 qui n'est pas la plus spectaculaire. En 2021, j'aurais pu vous parler d'Apollo 15 qui est beaucoup plus spectaculaire, avec de meilleures images, etc. On fera ça l'an prochain éventuellement. Cette mission Apollo 14, pour moi, après le travail de documentation et de recherche que j'ai fait là-dessus, m'apparaît comme une mission essentielle, charnière dans l'exploration des autres mondes par des humains. Alors, vous savez que ça se limite à la Lune pour l'instant, mais ça pourrait un jour déborder sur Mars, parce que c'est une mission au cours de laquelle la NASA et les astronautes ont fait des erreurs, mais en même temps, on n'apprend pas mieux que quand on fait des erreurs, parce que quand tout marche bien, on ne se pose pas trop de questions. Or là, il y a eu quand même un sacré débriefing après cette mission, puisque les astronautes ont été envoyés sur un site qui était considéré d'un point de vue géologique comme très important, et qu'au final, quand ils sont revenus, ils ont ramené certes des échantillons, mais pas autant que ce qu'on aurait voulu. Et surtout, le travail sur place a été fortement critiqué parce que, je vais vous en parler, il y a des procédures à suivre en géologie pour collecter les échantillons de manière à ce qu'ils soient bien documentés, qu'on comprenne bien le contexte. Et tout ça n'a pas toujours été fait. Donc ça a été reproché aux astronautes. Quand j'ai commencé l'enquête sur Apollo 14, finalement, je me suis dit, Alan Shepard, je vous passe donc l'équipage ici. Alan Shepard, qui est ici au centre, qui est une légende vivante, puisque le 5 mai 1961, ça a été le premier Américain à s'aventurer dans l'espace. Certes, il ne s'est pas satellisé comme Gagarine 3 semaines plus tôt. Il a juste fait un saut de 15 minutes aux frontières de l'espace, un vol suborbital, comme on dit. Mais c'est une légende, on le surnommait Big Al. Et Alan Shepard avait quand même un ego assez surdimensionné, il faut le reconnaître. Et il aimait faire des blagues. Vous avez peut-être vu le film des années 80, L'étoffe des héros, où il est dépeint comme quelqu'un d'un peu fantasque, et voire une tête brûlée. Et donc Alan Shepard a lui-même sélectionné ses deux coéquipiers, Stuart Roosa, qui est à gauche, et Edgar Mitchell, qui allait marcher sur la Lune avec lui. Parce qu'il faut savoir qu'après son premier vol en 1961, il a eu des problèmes d'oreille interne. Il ne pouvait plus voler. Il avait perdu l'équilibre. Il avait une maladie à l'oreille qui n'était pas guérissable à l'époque. Et il se trouve que fin 1968, un de ses collègue astronaute, Tom Stafford, lui dit j'ai eu vent d'un médecin en Californie qui fait des miracles sur cette maladie et qui peut opérer. Et donc Alan Shepard, entre-temps, était devenu l'adjoint de Dick Slayton, le patron des astronautes de la NASA, celui qui faisait la pluie et le beau temps, qui sélectionnait tous les équipages, et Shepard participait à la sélection des équipages. Donc, fin 1968, en secret, Alan Shepard va en Californie, se fait opérer de l'oreille interne. Et alors, ça ne s'invente pas, le docteur qui a réussi ce miracle s'appelait Dr House.
William House. Je ne sais pas si ça a inspiré la série, ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est une curieuse coïncidence. En tout cas, Alan Shepard revient aux affaires, il s'entraîne et il quitte son poste d'adjoint auprès de Dick Slayton et il en profite tout simplement pour dire je vais me nommer commandant de la mission Apollo 13. Sauf qu'à ce moment-là, l'un des dirigeants de la NASA estime qu'il n'est pas prêt, il n'a pas encore assez d'entraînement. Et chance pour lui, puisque vous savez qu'Apollo 13, il y a eu un gros accident, ils ne sont pas allés sur la Lune, on le repousse d'une mission et il est à Apollo 14. Donc ça fait grincer des dents cet équipage-là, parce que Alan Shepard, il a 15 minutes de vol, c'est pas un bleu, mais il n'a pas une grosse expérience, et les deux autres, ils n'ont jamais volé. Or jusque-là, Apollo 11, Apollo 12, il y avait quand même dedans des astronautes qui avaient de l'expérience. Et donc en gros, ils grillent la politesse à d'autres, donc ça fait déjà grincer des dents quand Alan Shepard arrive avec son équipage de bleu pour aller sur la Lune, grillant la politesse à d'autres. Alors, attardons-nous sur Alan Shepard. Quand il était chef des astronautes, voilà ce qu'il dit aux nouvelles recrues, puisqu'il y a eu plusieurs sélections d'astronautes en vue des missions Apollo. Il dit ça à ceux qui n'étaient pas pilotes d'essai comme lui. Nous n'avons pas besoin de vous. Et si vous avez un cerveau, vous devriez partir. Donc, comme message de bienvenue à des nouveaux astronautes, ça se pose un peu là. On voit donc quel personnage il peut être. Il est assez glacial. Ensuite vient son entraînement pour la mission Apollo 14. Et là, c'est le témoignage a posteriori d'un autre astronaute que vous connaissez sans doute, qui est Harrison Schmitt, qui a été le 12e homme à marcher sur la Lune en décembre 1972. On en parlera peut-être l'an prochain. Qui dit que Shepard ne s'intéressait pas du tout à la géologie, et ça c'est avéré de plusieurs sources, et que ce qu'il voulait c'était piloter le module lunaire, le LM, et qu'il était prêt à réaliser tout le reste pour cela. En gros, c'est un pilote, Shepard. Donc voilà son implication dans la mission. Don Willems, qui est un géologue qui a été impliqué au tout début des missions Apollo, qui s'est arrêté à partir d'Apollo 12, un regard très critique également, puisque vous voyez ce qu'il dit à propos de l'équipage d'Apollo 14, donc Shepard et Mitchell, les deux qui allaient marcher sur la Lune. Il fallait qu'ils comprennent quelles roches collecter et décrire comment le faire. Shepard n'a pas approché cet apprentissage sérieusement, et quel qu'ait été le plus grand intérêt que Mitchell ait pu avoir, il était subordonné à l'attitude de son commandant. En gros, Shepard donne le ton, et le ton, il est clair. Quand ils font des sorties géologiques sur le terrain, ou quand il y a des formations géologiques, ils sont au fond de la classe et ils font des blagues. Et ça, c'est vrai. Donc, le 31 janvier 1971, la fusée Saturne V emporte les 3 hommes vers la Lune. Il ne fait pas très beau, c'est pour ça que l'image est sombre. Et cette mission, elle intervient évidemment après Apollo 13, qui a failli être une tragédie. On a failli perdre les 3 astronautes. Et donc, échec interdit pour Apollo 14. Donc, il y a une grosse pression sur ces 3-là, qui, encore une fois, ne cumulent à eux 3 que 15 minutes de vol. Alors, ils ont une mission qui est importante, c'est se poser dans un endroit, vous voyez sur l'image de gauche, c'est les premières images de leur descente, qui est vallonné et qui a un intérêt géologique important. Et la mission, jusqu'à l'arrivée sur la Lune, il y a eu quand même quelques petits problèmes. Notamment pendant cette descente que vous voyez, juste avant, le radar de descente ne marchait plus et ne donnait pas l'altitude. Et les règles de la NASA étaient claires. Quand ce cas de figure arrivait, je vous lance l'approche finale, quand ce cas de figure arrivait, eh bien, il fallait abandonner la descente, se séparer de l'étage de descente du module lunaire et repartir en haut. Et il y avait une limite qui devait être de l'ordre de 4000 mètres d'altitude. Si en dessous, si arrivé à 4000 mètres d'altitude, vous n'aviez pas de radar de descente, il fallait remonter. Et ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et Shepard se sentait prêt à y aller sans radar, en fait. La tête brûlée dont je vous parlais tout à l'heure avait encore parlé. Par chance, il y a quelqu'un à Houston, il y avait beaucoup de gens très pointus à Houston qui trouvent la solution. En fait, il a fait un reset, reboot, vous éteignez, vous rallumez. Ça s'est remis à marcher, juste à la limite. Et quand le LEM se pose, alors on voit la poussière qui est soulevée par le moteur de descente. Le LEM se pose au bon endroit. Edgar Mitchell lui demande
qu'est-ce que tu aurais fait si jamais le radar n'avait pas marché? Et Shepard, malicieusement, lui répond, ça, mon pote, tu ne le sauras jamais. Donc, on ne saura jamais. On peut supposer qu'il se serait posé. En tout cas, Shepard avait à cœur de mener à bien cette mission, évidemment de faire taire les critiques qu'il pouvait y avoir. Et il va y réussir parce que cet atterrissage que vous venez de voir, ce sera le plus précis de toutes les missions Apollo qui sont posées sur la Lune. Il s'est posé à entre 30 et 50 mètres de l'endroit désigné sur la carte. Sur les cartes, on avait marqué une croix. Il fallait se poser sur la croix. Évidemment, elle n'était pas sur la Lune. Mais lui, il s'est quasiment posé sur la croix. Donc, on n'a pas fait mieux. Même ensuite, même les missions Apollo 15, 16 et 17 qui ont été des belles réussites. Donc, Shepard a été le plus précis. Et ça a une importance pour mener à bien les explorations sur la Lune. Alors, voilà les premiers pas de Shepard sur la Lune. Vous voyez, la caméra est un peu mieux, c'est en couleur que Apollo 11, c'est plus joli. Et sa déclaration, c'est... en gros, ça nous a pris un moment d'arriver là. Et c'est pris évidemment comme un accomplissement personnel. Le fait d'arriver sur la Lune, et non pas comme une œuvre collective pour le savoir commun. Ceci dit, passer ces premiers pas, Shepard se met immédiatement au travail. Là, c'est une belle photo prise par Edgar Mitchell depuis le LEM, alors qu'il n'était pas encore sorti. Vous voyez que Shepard, là, il ne fait pas un salut militaire, il se parle au soleil. Il regarde déjà vers l'Est, parce que vers l'Est se trouve l'objectif de leur deuxième sortie sur la Lune. Là, c'est la première sortie. Ils vont sortir pendant un peu moins de 5 heures. Et après, ils vont passer une nuit à bord. Et lors de la deuxième sortie, ce sera une excursion géologique. Et pendant qu'ils regardent ça, Shepard prend bien 5 bonnes minutes pour décrire tout ce qu'il voit. Et là, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de lui, le mauvais élève en géologie qu'il était, il s'applique vraiment à donner le contexte, à décrire les roches, à dire combien il y a de cratères, quelle taille ils ont, quels aspects ils ont. Donc, il fait vraiment le job à ce moment-là, dès son arrivée sur la Lune. Bon, une petite séquence... Là, vous voyez, la caméra, elle est mieux qu'Apollo 11, mais c'est quand même pas encore la fête. C'est surexposé. Et là, on voit Shepard qui déplie une antenne de communication avec la Terre. Bon, c'est comme un parapluie inversé, sauf qu'il y a une baleine qui est restée coincée, donc il va appeler Mitchell pour la débloquer. Vous allez voir, ça va faire pop d'un coup. C'est assez marrant. Mais les deux hommes, en tout cas, dès qu'ils sont tous les deux sur la Lune, se mettent à faire leurs tâches. Chacun, ils ont des checklists et ils essaient, vous voyez, c'est marrant, ils essaient d'optimiser le temps qu'ils passent sur la Lune. Donc je vais vous passer rapidement sur la première sortie qui dure 4h48 minutes, qui se passe très bien. Ils doivent déployer ce qu'on appelle l'ALCEP, c'est la grande photo. L'ALCEP, c'est une station scientifique qui doit mesurer tout un tas de paramètres sur la Lune. Il y a même on le voit en bas à gauche, ils sont en train d'installer des mortiers, des sortes l'espèce de manche à balai que tient l'un des astronautes, ça doit être Mitchell. C'est quelque chose qu'on met contre le sol et ça fait des petites explosions qui sont enregistrées par un sismomètre qui permettent de sonder l'intérieur de la Lune. Donc il y a tout un tas d'expériences comme ça, on dirait de géophysique, qui sont déployées. Ça leur prend à peu près 5 heures. Puis ils rentrent et on va rentrer dans le dur. Vraiment l'objectif de la mission. Et là, vous le voyez, l'objectif de la mission. Le LEM, ça c'est une photo. C'est une photo qui a été prise après, je ne sais plus la date exactement, mais après 2010, par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiteur, qui est toujours en fonction autour de la Lune et qui a une résolution exceptionnelle. Elle montre le sol lunaire avec une résolution de l'ordre de 30 cm. Donc tout ce qui a été laissé sur la Lune et qui fait plus de 30 cm par les astronautes est visible. Et notamment, ici, cette tache noire, c'est l'étage de descente du LEM qui est toujours resté sur la Lune, puisque ça a servi de base de lancement pour l'étage de remontée. On voit aussi le sol qui a été remué pour l'installation de la station scientifique. Et on voit ici un cratère qui mesure à peu près 300 mètres de diamètre, qui est au sommet d'une colline, mais ça ne saute pas aux yeux ici, et qui est l'objectif géologique de la sortie. Les cratères sont considérés, enfin ils sont faits par des météorites qui tombent, qui creusent le sol et qui excavent des rochers. Et ces rochers,
Eh bien, c'est en fait un sondage. Vous avez des rochers qui sont éjectés un peu partout. Et selon l'endroit où vous prenez les rochers, ben, vous sondez plus ou moins profond le terrain. Vous n'avez même pas besoin de descendre à l'intérieur du cratère. Vous commencez à lire le livre ouvert de la géologie, sinon lunaire, du moins de la région. Donc, c'est la première fois qu'on va voir un cratère aussi gros que ça. Apollo 12, Apollo 11, ils n'y sont pas allés. Le cratère est censé se trouver, il se trouve à 1,5 km du LEM. Rappelez-vous, Apollo 11, Armstrong et Aldrin n'avaient pas l'autorisation, quasiment, de sortir du champ de la caméra. Le seul qui l'a fait, c'est Armstrong, à la fin. Il a fait une course pendant 3 minutes. Il est allé à 60 mètres. Il est sorti discrètement. Plus personne ne le regardait. Tout le monde devait boire le champagne à ce moment-là. Et il a voulu voir un cratère, lui aussi, parce qu'il savait l'intérêt que ça avait. Mais il est allé à 60 mètres du LEM. C'est tout. Là, on leur dit, vous allez aller à pied voir un cratère qui est à 1,5 km. Et quand vous voyez cette photo, comme les gens de l'époque, vous dites, bon, ça n'a pas l'air trop dur. C'est assez plat, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de canyon, il n'y a pas d'accident du terrain énorme. Donc ça doit pouvoir se faire. Quand on voit ça depuis l'endroit où le LEM s'est posé, donc photo de gauche, c'est une photo qui a été prise pendant la première sortie sur la Lune. Vous voyez, le truc éblouissant, évidemment, c'est le Soleil qui n'est pas masqué par le LEM. Vous voyez l'antenne qui a été déployée. Et vous voyez l'horizon, ben l'horizon, c'est cette colline. Et le cratère, il est là, au sommet. Bon, vu comme ça n'a pas l'air terrible, mais c'est déjà autre chose, parce qu'il y a le soleil rasant qui vous montre qu'il y a des reliefs et qui vous montre quand même que ça monte. Or, les astronautes, ils ne sont pas comme nous, en tenue légère, ils sont avec un scaphandre, dont certains ici savent qu'il est encombrant. Et donc, il va falloir monter. Et vous voyez ici cette photo qui est de très mauvaise qualité. En fait, ce n'est pas une photo, c'est extrait de la vidéo de la caméra de télévision qui était, elle, posée sur un trépied relié à un fil au LEM pour avoir l'électricité. Les astronautes l'ont dirigée vaguement dans la direction de la colline. On voit les lentilles de lumière dues au soleil qui est quasiment en face, c'est à contre-jour. Et on voit ici un des astronautes et puis l'autre qui est un peu plus loin. Ils sont en train de s'éloigner dans le soleil, non pas couchant, mais levant. Et ils vont faire cette ascension de cette colline pour essayer de trouver le cratère, le fameux cratère qui s'appelle Cone. Et donc, à partir du moment où les deux astronautes quittent le champ de la caméra, plus personne ne les regarde sur Terre, puisque ça va rester un champ fixe comme ça pendant des heures. Il n'y aura plus personne qui va passer. La caméra ne les suit pas, donc tout ce qui va suivre va être retransmis sur Terre uniquement en audio. On aura leur conversation, on ne voit pas où ils sont, on ne voit pas ce qu'ils font, on ne le saura qu'après, grâce aux photos qu'ils vont prendre. Eux, sur leur manche, ils ont ça. Ça, c'est les cartes qu'ils avaient à l'époque. Et vous voyez, tout à fait à gauche, il y a le départ, c'est le LEM. Puis vous voyez un trait qui part, qui est un peu courbe, qui part vers le haut, avec un point A, un point B. Le point A et le point B, ce sont des arrêts que les astronautes doivent faire sur leur chemin vers le cratère. Parce que les géologues estiment que ce sont des endroits intéressants où il faut collecter des roches, où le terrain change de couleur, des choses comme ça, où il faut faire des relevés de magnétomètre, par exemple, je vais vous en parler. Et donc, ils ont ça pour se repérer, plus ce qu'ils voient directement face au Soleil. Alors, quand ils se retournent, ils font 150 mètres environ. Ça leur semble long, et il y a une chose bizarre qui commence à les travailler, c'est que, bon, on a l'air, quand on voit cette photo, on a l'impression qu'ils sont déjà assez loin du module lunaire. Et vous remarquerez que ce module lunaire, qu'on voit là, qui fait de ses pieds jusqu'à son sommet 7 mètres de haut, vous voyez qu'on n'en voit que la moitié. Ça veut dire que sur ces cartes qu'on a vues jusque-là, qui ont l'air relativement plates, eh bien ça ne donne pas des ondulations du terrain. Or, ce terrain est beaucoup plus ondulé qu'on ne le pensait. Déjà, les astronautes d'Apollo 12, en novembre 69, avaient eu ça. Ils s'étaient posés dans l'océan des tempêtes, qui est tout plat. Là, c'est déjà une région de collines. Et déjà, ils avaient vu que le LEM, parfois, quand ils étaient à 400 mètres du LEM, ben, on ne le voyait pas en entier.
Donc c'est que la Lune n'est pas rigoureusement plate. Et là, elle l'est encore moins. Là, on est à 150 mètres. On devine leurs traces de pas et les traces de roues. Et eux, ils progressent avec des montées, des descentes comme ça. Et ils ont l'impression qu'ils ont bien tracé le chemin, quoi. Et en fait, le fameux site A que vous avez vu sur leur carte, ils pensent qu'ils y sont arrivés. Ils s'arrêtent. Ils ont fait 150 mètres au lieu de 370, puisque initialement, c'était 370 mètres. Donc vous voyez que déjà, ils sont perdus par le terrain. Ils n'ont pas une perception exacte de la Lune et ils se trompent en fait. Donc là, ils croient qu'ils sont arrivés, mais personne n'est là pour vérifier. Il n'y a pas de caméra qui filme, donc on croit ce qu'ils disent. Alors voilà une carte plus générale. Vous avez le LEM qui est là, qui est par là, Alcep, dans ce coin. Et puis les astronautes qui progressent et qui commencent leur ascension. Alors pour l'instant, c'est plat. Enfin, c'est plat, c'est ondulé, avec des hauts et des bas de 4 mètres. Ça, c'est la carte qu'ils avaient sur leur manche. Et ça, c'est des photos. C'est un zoom. C'est des photos prises par LRO et que des gens ont renseignées par rapport à leur trajet. Alors, sur leur manche, ils avaient aussi, enfin, je ne sais pas s'ils l'avaient sur leur manche, ça, mais en tout cas, ils avaient dans leur livret de mission des petites indications comme ça pour essayer d'estimer les distances sur la Lune. Par rapport, je l'ai marqué qu'en haut, mais ça devrait être dans tous les cas, ça, c'est la Terre telle qu'ils la voyaient depuis la Lune à ce moment-là. Et donc, si le LEM fait la taille apparente de la Terre, eh bien, ça veut dire qu'ils sont à 189 mètres du LEM. Si ensuite, avec leur gant, s'ils éclipsent la totalité du LEM, c'est pour ça que j'ai mis ce trait bleu avec le pouce, c'est qu'ils sont à 106 mètres. Ils avaient comme ça une espèce de grille de lecture pour savoir à peu près où ils étaient, parce que sur la Lune, ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas de voitures qui sont garées, et il n'y a même pas d'effet de brume. C'est-à-dire que si vous êtes en montagne, même par une journée très claire avec un ciel limpide où il n'y a pas de vapeur d'eau, pas de poussière, si vous regardez une colline qui est à 1 km et que derrière il y a une montagne ou un pic qui est à 5 km, vous allez percevoir naturellement le plus grand éloignement du pic parce qu'il va y avoir un effet de brume qui va vous dire il y a une épaisseur atmosphérique entre moi et ce pic et il n'est pas juste derrière la colline qui est à 1 km, il est beaucoup plus loin. Donc on arrive à avoir cette perception-là, en plus on est habitué. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas d'effet de brume et il n'y a pas de ces repères que sont les maisons, les poteaux télégraphiques, les arbres, que sais-je encore. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient ça, pour essayer de se repérer. Et les astronautes sont omnibulés par leur programme, parce que, je vous rappelle, ils se croient au site A, à la station A, comme ils le disaient. Et à la station A, ils ont quand même des devoirs à faire, les mauvais élèves en géologie. Alors, ça, c'est un magnétomètre portatif. Donc, ils sont censés essayer de mesurer le champ magnétique résiduel qu'il peut y avoir à différents endroits de la Lune. Alors, ils transportent ça sur une brouette que je vais vous montrer après. Il faut le déployer, il faut l'installer, il faut dérouler le fil qui s'entortille, on dirait qu'il a été conçu pour ça même. Il faut aller lire les indications sur une espèce de tableau de bord ici, qui reste lui sur la brouette. Donc c'est quand même pas simple, et tout ça est transmis oralement, les données sont transmises oralement à Houston, donc il ne faut pas se tromper, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc voilà ce que les astronautes font à cette première station. Là, Shepard, il prend son marteau et puis il enfonce un tube dans le sol, ce qu'on appelle un carottage, pour essayer d'avoir une tranche de sol lunaire. Alors ça marche pas mal, il l'enfonce à 1 mètre et ça sera le record, pour le mauvais élève c'est pas mal, le record de profondeur d'un tube planté à la main avec le marteau. Parce qu'après, plus tard, Apollo 15, ils auront une foreuse qui marche de manière électrique. Donc ce sera un peu plus facile, enfin quoique on en reparlera. Mais donc Shepard fait sa collecte et ils vont mettre leurs échantillons dans cet instrument. Vous voyez, il y a 2 roues là. Ben, c'est un pouce-pouce, une brouette comme on veut, qui est censé leur faciliter la vie par rapport à leurs coéquipiers
de Apollo 12 qui, eux, avaient juste une trousse à outils, qui est d'ailleurs toujours là, hein. Elle est posée là, sur le dessus, mais ils portaient ça à la main et c'était fatigant, et ce n'était pas envisageable de faire des longues distances comme ça. Donc on leur a inventé un caddie, comme les joueurs de golf, pour porter tout leur matériel et leurs échantillons. Et les astronautes ont passé environ 35 minutes sur ce qu'ils croient être le site A, et on leur dit à Houston, puisqu'on ne voit pas encore une fois où ils sont, qu'ils n'ont que 5 minutes de retard sur le programme. En réalité, ils sont 200 mètres en retrait de là où ils devraient être. Donc ils ont plus de retard que ça. Alors ils continuent. Voilà la carte de leur trajet jusqu'à ce qu'on va appeler la station B. Mais vous voyez en haut que ça, c'est la station A, celle qui était planifiée. Leur station A réelle, elle est là. Et quand ils s'arrêtent pour la deuxième fois, ce qu'ils pensent être la station B est encore très loin de la véritable station B prévue. En tout cas, comme ils sont un peu courts en temps, ils font leur travail. Je vous ai mis cette photo, qui n'est pas exceptionnelle, mais justement, elle est floue, qui a été prise par Shepard, mais qui est exactement ce que doit être le travail d'un géologue sur la Lune pour collecter un échantillon. Alors là, je ne sais plus lequel l'échantillon va être collecté, peut-être cette roche. Mais en tout cas, il faut placer cette mire avec un nuancier de couleur. Enfin, de couleur. Là, du coup, c'est une photo noir et blanc. Ils avaient des films noir et blanc. La NASA était un peu pingre là-dessus, quand même. Mais donc, en tout cas, avec les tons de gris, ça permet de calibrer la couleur du sol lunaire. Il faut prendre ces photos d'une certaine manière par rapport à l'éclairage du Soleil. Il faut en prendre une avant de récolter le caillou, une après, et je crois qu'il faut en prendre avec d'autres angles par rapport au Soleil. Donc Shepard s'applique bien. Bon, manque de peau, vous le voyez, je pense que vous le voyez, elle est un peu floue, il y a un flou de bouger. Ils sont un peu pris par le temps, ça se sent déjà. Ils font ça un peu vite. Donc voilà, ils sont sur le site B, ils font leur boulot. Ils ont parcouru 300 mètres au lieu des 700 qui sont prévus. Et ils ont 15 minutes de retard. Quand ils se retournent vers le chemin accompli, vous voyez, tout en haut, là, ce truc, c'est le LEM, qui est donc à 300 mètres. Et vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose, quand même, quand on se retourne dans la direction opposée au Soleil. Ça aussi, c'est un problème que rencontreront les autres équipages ensuite. Et là, à ce moment-là, jusque-là, c'est ondulé, c'est un peu perturbant. Ils n'ont pas conscience d'être en retard, ils le sont. Mais là commence la difficulté, parce qu'il faut bien monter cette colline à un moment donné. Et c'est là que ça commence. Il y a un coup de nez, on le voit. On voit, c'est pratiquement dans la direction du cratère, hein, qui est par là. On voit Edgar Mitchell, qui depuis le début, sur les conseils d'Alan Shepard, a gardé ça à la main. Et ça, vous reconnaissez peut-être la petite carte avec les rayures, là où il y avait marqué A et B. C'est leur carte pour essayer de se repérer sur la Lune. Depuis le début, depuis la station A, Mitchell dit « Moi, je ne reconnais rien ». Alors, ils reconnaissent des choses au loin, ils savent qu'ils sont dans la bonne direction, ils voient la colline, ils savent, grâce au soleil, qu'ils vont dans la bonne direction, mais ça reste approximatif. Et là, ils vont commencer à monter, ils vont attaquer la côte, et du coup, ça va être un peu plus compliqué quand même. Ça va être plus physique. Ils vont prendre un peu plus de retard. Et surtout, ils vont passer leur temps, je vous passe ça assez vite, mais on voit la progression, hein, ils sont maintenant quelque part par là. Ici, là, ce trait comme ça, c'est le début de la côte, en fait. Donc de B à ce qu'on va appeler B1, là, ici, ça commence à monter sérieusement. Ça commence à monter, c'est 10%. Ça n'a pas l'air très, très méchant comme ça, mais il commence à souffler, si bien qu'il faut qu'il s'arrête un peu pour se reposer. Donc là, on a un problème lié vraiment au terrain. Vous voyez là, cette photo est encore plus explicite. Edgar Mitchell est carrément en train de consulter la carte et d'essayer de se repérer par rapport aux maigres repères qui ont été identifiés sur leur carte et qu'il essaie de voir. Alors, il y a un cratère qui s'appelle Flank, il y a un autre cratère qui s'appelle Weird. Ils essayent de retrouver ces cratères-là, mais à cause des ondulations, ils ne les voient pas, ils ne sont pas très loin, mais ils ne les ont pas en visuel. Ils sont masqués par les ondulations du terrain.
Et pendant ce temps, il faut qu'ils continuent à faire leur travail. Donc vous avez vu qu'ils ont pris une photo du LEM. Alors cette photo faisait partie d'un panorama. C'est-à-dire que pendant qu'ils cherchent leur chemin, ils en profitent pour documenter l'endroit où ils sont. Je vous rappelle que personne ne voit sur Terre où ils sont. Donc il va falloir que les scientifiques, ensuite, les équipes de géologues, voient un peu le contexte. Donc ils continuent quand même à faire exactement tout ce qu'on attend d'eux. Et c'est pour ça que quand ils se reposent, ils font une halte photo. Là, à ce moment-là, au moment où cette photo est prise, le LEM est à 630 mètres. Mais vous voyez, rappelez-vous, le cratère qu'ils doivent voir est à 1,5 km environ. Donc ils n'ont pas progressé énormément. Là, ça devient compliqué. Il faut un petit trajet de plus. Tout ça, ce n'est pas prévu. Quand ils rencontrent une roche comme ça, un gros rocher, ils décident de l'étudier. Les pulsations cardiaques qui sont monitorées à distance, ça, c'est transmis. Il y a des capteurs sur leur poitrine, c'est transmis à Houston. Ça commence à atteindre les 120 par minute. Alors bon, les gens qui font du sport, ça va, c'est pas énorme, mais ça commence, on n'est pas au repos. Et surtout, il commence à y avoir des cailloux comme celui-ci qu'ils vont essayer d'étudier. Et ces cailloux posent un problème à la brouette que vous avez vue, qu'ils tirent. Et sur la Lune, la gravité est moindre que sur Terre. Et donc quand la brouette, une des roues, rencontre un de ces cailloux ou roule dessus, elle saute. Ça menace de faire tomber les équipements. C'est dur parce que c'est en côte. Et donc, à ce stade-là, les astronautes décident carrément de porter la brouette, un devant, un derrière. Donc, les roues ne servent plus à rien. Ils s'adaptent au terrain. Et quand je vous dis, alors ils reprennent leur ascension, et à ce moment-là, Edgar Mitchell prend 2 photos qui ont été ici assemblées. Voilà à quoi ça ressemble. On leur demande, par exemple, on leur a demandé entre la station A et la station B de reconnaître des différences de couleurs du sol, parce que c'est ceux qui apparaissaient sur les photos orbitales. Mais ils sont face au Soleil. Tout ce qu'ils voient, c'est des ombres très contrastées. Et on voit là Alan Shepard qui tire la brouette, qui essaie de monter vers le sommet de la colline, vers où ils sont naturellement attirés, parce que le cratère est censé s'y trouver, et que s'il ne s'y trouve pas exactement, on se dit qu'en étant au sommet, on le verra. Donc voilà, on voit que c'est un peu plus jonché de cailloux, ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'on se rapproche du cratère. Ces cailloux ont forcément été éjectés du cratère, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué à un point où là, je vous donne, ce sont les graphes des pulsations cardiaques des deux astronautes. En haut, vous avez Alan Shepard, et en dessous, vous avez Edgar Mitchell. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, on est là, les deux ronds. Je crois que, voilà, Shepard, c'est au-delà on frise les 150. Shepard, il a 47 ans à ce moment-là. C'est le plus âgé des hommes qui a marché sur la Lune, d'assez loin, de presque 10 ans, hein, puisque les suivants, ils ont aux alentours de 37-38 ans. Et on voit que pour le pilote du module lunaire, Edgar Mitchell, c'est aux alentours de 150. Donc là, les astronautes commencent à être fatigués. On le voit à Houston, on les entend discuter avec difficulté. Ils n'arrêtent pas d'essayer de se repérer et on leur propose de faire des pauses assez fréquentes. Et on se retrouve vers là où on va être pas loin de l'ascension finale. Et là à ce moment-là, ils réalisent qu'il s'était trompé. Vous voyez ce cratère au milieu, flanc, ça faisait 300 mètres, plus que ça, qu'ils pensaient l'avoir atteint parce qu'il y avait un autre qui ressemblait. En fait, ils s'aperçoivent, ils réalisent à ce moment-là qu'ils ne sont que là. Ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas arrivés du tout. Et là se pose un problème en cas de conscience parce qu'ils ont essayé de faire leur travail sur les 2 stations A et B telles qu'on leur avait décrit, ce qui leur a pris pas mal de temps. Ils ont essayé d'aller vite, ils n'y arrivent pas parce que c'est dur. Et ce faisant, ils ont parfois, Shepard, à un moment donné, s'est baissé comme ça, à ramasser un caillou sans l'appel, sans rien, en mettant un genou à terre, sans documenter, parce qu'ils n'avaient pas de temps, ils sont pressés par le temps. Donc il n'a pas fait le boulot correctement, là c'est clair, mais c'est un choix de sa part. Et il se pose une question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'heure tourne. Sur la Lune,
Là, je vous ai mis, je vais vous le commenter, des échanges entre eux et avec Houston. Leur retourne et sur la Lune, sur l'exploration d'un monde comme ça, il y a une contrainte énorme. C'est les réserves d'oxygène que vous avez. Vous êtes contraint par ça. Sur Terre, si vous allez voir un caillou, vous allez voir une zone, vous pouvez l'appréhender, essayer de la comprendre, faire vos relevés. Si jamais ça ne va pas, vous revenez le lendemain, ou vous restez un peu plus longtemps à ce moment-là. Même dans les zones inaccessibles, c'est faisable. Sur la Lune, vous avez... je ne sais pas, 7 heures de réserve d'oxygène. Donc, quand vous êtes à un endroit, vous faites le job, et quand vous allez passer à la suite, vous savez que vous ne reviendrez plus là. Donc, tout est compté, tout est minuté dans cette procédure qui consiste à documenter chaque endroit. Alors, là, ils sont à mi-pente, ils sont exténués, et Shepard commence à voir qu'ils auront du mal à arriver au sommet. Il dit « Je ne pense pas que nous aurons le temps de monter là-haut ». Alors Mitchell, lui, il répond « Nous ne pouvons pas nous arrêter sans avoir regardé dans le cratère Cone ». Et oui, parce qu'ils veulent tous les deux, en fait, à ce moment-là, faire le job correctement pour la géologie. Parce que Shepard se dit « On n'a rien récolté comme échantillon, on va revenir bredouille, en gros. On fait tout ce travail, on s'approche du cratère, on le sait. Après tout, ramassons ce qu'on a à portée de main, ce sera mieux que rien ». Et en plus, on galère pour y arriver, donc on n'est pas sûr d'y arriver. Lui, à ce moment-là, il pense qu'il leur faut encore demi-heure de montée. Et ça commence à être très limite par rapport à cette contrainte de temps qui est imposée par les réserves d'oxygène. Alors, un peu plus loin, c'est quelques minutes après, Shepard, je pense que nous allons gaspiller un temps terrible à nous déplacer et très peu à documenter. Documenter, c'est prendre ces fameuses photos et puis récolter des échantillons comme il se doit. Mitchell lui dit « Bon, ce que nous cherchons se trouve, je pense, exactement au sommet. » Lui, il veut aller au sommet. Et vous allez voir pourquoi. À ce moment-là, Fred Haise, qui est l'astronaute d'Apollo 13, qui leur sert de Capcom, de capsule communicateur, c'est lui qui est en relation directe avec les astronautes par radio. Il leur dit « Vous avez 25 minutes de retard sur le programme. » Ils ont 25 minutes de retard. Personne ne sait où ils sont. Et en fait, ils sont plus en retard que ça parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à destination. Alors, Shepard dit, bien, ce sera 1 heure de retard si nous allons au sommet de ce truc. Vous voyez, ce truc, il n'emploie pas des termes géologiques. Il commence à être énervé. Mais ça va simplifier, ça. Donc, si nous allons au sommet de ce truc, ça sera 1 heure de retard. Et vous avez, en tout, 6 échantillons, c'est-à-dire pas grand-chose. En gros, pour l'instant, les gars d'Apollo 12 ont fait mieux. Mitchell dit, bien, je pense que nous allons trouver ce que nous cherchons là-haut. Lui, il insiste. Clairement, les 2 astronautes, à ce moment-là, ils sont un peu perdus et ils ne sont pas d'accord. Et il n'y a personne à Houston qui tranche là-dedans. Alors, si Houston finit par dire, bon, ben, on se fie à votre appréciation, sous-entendu l'appréciation du commandant, Shepard, et si vous pensez que vous êtes dans une zone qui n'est pas trop loin du cratère, finalement, ça fera très bien l'affaire, vous n'avez qu'à travailler ici. À ce moment-là, j'ai mis en rouge. Mitchell leur dit vous êtes, alors ce n'est pas des lâcheurs, you're a think. Et think, c'est un F-I-N-K-S. C'est une espèce d'injure voilée en anglais, parce qu'à l'époque, il y avait un dessinateur qui avait fait un anti-Mickey qui s'appelait Ratfink. Et you're a think, ça veut dire, en gros, vous êtes barbants, vous êtes des rabat-joie, vous êtes des emmerdeurs et vous êtes des lâcheurs. Mais ça lui permet, en gros, d'insulter les gens à Houston sans que ça lui soit reproché. Donc, il montre vraiment son mécontentement. On assiste à la première crise entre 2 astronautes en direct. Alors, Shepard, il dit, je pense que ce que nous voyons là, dans ce champ de rochers, Ed, alors il lui parle à lui, il essaie de le raisonner, ce sont des trucs, encore une fois, éjectés de cônes. Et Mitchell envoie un autre argument, mais pas la partie la plus profonde, celle qui nous intéresse le plus. Et effectivement, ce sont des rochers qui ont été éjectés par ce cratère, mais pas ceux qui viennent du plus profond du cratère, parce que ceux-là, ils se trouvent au bord du cratère. Donc, il y a un argument quand même de la part de Mitchell. Il veut aussi faire le mieux. Au bout d'un moment, Shepard, on voit bien qu'il existe, qu'il hésite, et il dit « Ok,
on va pousser un peu plus loin Houston et garder un œil sur la montre. À ce moment-là, pour lâcher la pression à Houston, on leur accorde 30 minutes de délai, puisqu'on voit qu'ils ont suffisamment de réserve pour avoir une extension de la sortie de 30 minutes. Souvent, la NASA prenait des marges considérables en cas de pépin. Et là, comme tout se passe bien, on leur accorde 30 minutes, ce qui relâche un peu la pression. Donc leur retard va être en partie comblé grâce à ça. Mais vous voyez que, en fait, c'est compliqué. D'ailleurs, au passage, je profite de cette photo pour vous montrer. Ici, il y a un cratère au loin qui s'appelle Old Nameless, un vieux sans nom, qui est à 2,5 km. Et pendant l'ascension, Ed Mitchell dit « Ah, il semble être à 800 mètres ». Donc, vous voyez, le fameux effet de brume qui n'est pas là vraiment trompe la perception des astronautes sur la Lune. Alors là, c'est l'ascension finale. Vous voyez, on est dans le petit carré ici. Donc, on pousse un peu plus. Et là, pareil, je vous mets le gros plan. Il y a petite dissension entre Shepard et Mitchell. Shepard, il veut aller vers le point le plus haut qui semble être par là. Et Mitchell, il dit qu'il faudrait obliquer vers le nord. Parce que là, depuis qu'ils ont passé le cratère Flank, Mitchell s'est retrouvé. Il est plus perdu. Il sait où il est. Et c'est Shepard qui commande. Alors, ils obliquent un petit peu, comme ça. Mais vous voyez ici, ça, c'est le cratère qu'ils doivent voir. Et ce que vous constatez, c'est qu'ils l'ont quasiment dépassé, en fait. Et ils ne le voient pas. Ils ne sont pas très loin, mais ils ne le voient pas. Et ils marchent un certain nombre de minutes. Et finalement, il faut se rendre à l'évidence. Il va falloir collecter ces fameux cailloux, ces fichus cailloux, comme dirait Shepard, parce que sinon, ils vont revenir sans rien. Tout ça pour rien. Alors voilà les photos qui ont été prises au moment de leur arrivée le plus loin. Ça, c'est Edgar Mitchell. Et ce qu'on voit là, au bout de la flèche, c'est le LEM qui est à 1463 mètres des astronautes. Un peu plus dans la vallée. Leur vue est magnifique. Shepard l'a dit à plusieurs reprises. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a ici un horizon local. C'est-à-dire que le LEM qui est dans la vallée, là, il y a comme une colline. En fait, ils sont presque en train de redescendre de l'autre côté. Ils sont sur un plateau. Ils sont presque en train de redescendre de l'autre côté de la colline. Mais ils n'ont pas vu leur fameux cratère. Et ce qu'ils voient, alors ça, la photo suivante, c'est une photo qui va être prise à droite de celle-ci. Et ils voient ce champ de cailloux. Et ils décrivent ce caillou blanc que vous voyez là, et qui intrigue les géologues. Et les géologues leur disent, allez-y. Alors ce caillou, il est à 60 mètres. Donc ça va prendre quelques minutes. Donc les astronautes sont là. C'est le point le plus loin où ils sont arrivés. Et ils observent ce caillou là. Et donc ils vont couvrir les 60 mètres, comme ça. Ça va leur prendre 1 minute. Ce rocher qui a la forme d'une selle, donc qui va être baptisé très originalement Saddle Rock, à la taille à peu près d'une voiture, et ils vont en récolter quelques échantillons. Mais là, à ce moment-là, ils ont passé du temps à la station C, C' même, qu'on appelle comme ça, là, qui est le point le plus loin. Ils ont fait des mesures de magnétomètre. On leur a dit, vous pouvez abandonner un magnétomètre, ça fera ça de moins à porter au retour. Donc, si on va sur la Lune un jour à cet endroit-là, il y a un magnétomètre qui est posé là. Ça ne servira pas à grand-chose, mais il faut le savoir. Ils ont ramassé des cailloux. Ils considèrent que c'est des cailloux qui ont été éjectés par le cratère. Et ils font route, donc, en 1 minute, vers Saddle Rock. Mais là, le temps est plus que compté. Ils sont au bout de ce qu'ils ont. Donc, on leur dit, vous avez 2 têtes, 5 à 6 minutes pour faire votre collecte. Donc chacun s'occupe. Mitchell prend le gros rocher. Shepard prend un rocher plus petit, une roche plus petite qui s'appellera la Grosse Bertha, qui fait 9 kilos. Et heureusement qu'il prend ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire l'essentiel de leur collecte au cours de cette escapade. Donc c'est pour ça aussi qu'on leur reproche beaucoup de choses à l'arrivée, c'est-à-dire vous n'avez pas collecté assez de roches. Mais on voit quand même quelles difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Sur l'image de gauche, vous voyez Saddle Rock, et vous voyez des petits rochers au bout, là, avec un horizon local. L'horizon local, en fait, c'est le bord du cratère, parce que Saddle Rock, il est là, et le bord du cratère, il est là. Alors là, il y a il y a une trentaine de mètres. Et il ne le voit pas, ce cratère, ce gros cratère, parce qu'il est en dévers. Le côté opposé de ce cratère-là, ici, de ce côté, il est 40 mètres plus bas, ça on ne le sait pas à l'époque, que ce côté-là. Donc,
Il est comme ça. Et ils voient l'horizon local, mais en fait, ils sont arrivés au bord du cratère, mais avec une immense frustration. Ils n'ont jamais pu regarder à l'intérieur. Ce n'est pas simplement pour la beauté du panorama. Ils escomptaient voir des couches géologiques, pouvoir documenter tout ça avec des photos, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut rentrer vite. Ils font leur collecte express. Et quand je vous dis qu'ils rentrent vite, à partir du moment où ils quittent Saddle Rock, que vous voyez là-haut, ils parcourent 1 kilomètre en 8 minutes. Vous voyez que la descente, c'est une autre histoire. Edgar Mitchell, pendant la descente, il saute, il fait des bonds de kangourou comme ça. Il profite du fait qu'il est sur la Lune, il a bien raison, et que c'est en pente. Et je pense que c'est bon devait être assez conséquent. Donc, plusieurs fois, le caddie menace de se renverser, évidemment, parce que ça n'a pas changé. Mais en gros, les astronautes vont se retrouver rapidement dans cette région, près de Vert Cratère, enfin là, près de cette flèche, où ils vont s'arrêter. Et là, ils vont être plus au calme, comme on dirait, parce qu'ils sont quasiment rentrés. Mais leur tâche n'est pas finie. Mais ils sont quand même exténués. Alors, je vous montre ces deux photos juste pour vous dire une chose. C'est qu'à ce moment-là, Alan Shepard, qui n'aime toujours pas la géologie, doit creuser une tranchée, celle que vous voyez là, toujours avec le gnomon là, et le nuancier de couleur. Il creuse à la tranchée parce qu'il doit trouver des morceaux de roches lunaires qui n'ont pas été exposés au rayonnement solaire pendant le plus longtemps possible, donc des millions d'années on espère. Donc il creuse un peu et il doit récolter des choses sur le fond de la tranchée. Bon, la tranchée, le bord de la tranchée s'effondre régulièrement, donc il y a du matériau de dessus qui va dessous, donc il s'en sort pas, il peste, il réussit à récolter ça dans une chose un peu comme ça, une espèce de canette en métal qui va sceller et qui va rester sous vide. C'est-à-dire que cet échantillon-là ne sera pas contaminé par l'air de la capsule plus tard ou par l'air terrestre qu'on va le ramener en laboratoire terrestre. Et d'ailleurs, ces échantillons-là, à ce jour, au moment où nous parlons, n'ont toujours pas été ouverts. Et on attend d'avoir des moyens d'investigation adéquats, éventuellement, et les recherches qui vont avec, pour en faire quelque chose. Donc, il essaie de faire ça. Le capuchon de la canette tombe, il ne marche pas, il n'arrive pas à le fermer, il la jette, il peste encore, il en prend un autre, il le referme, il le met dans le caddie. Et ils font un petit déplacement jusqu'à un autre point à étudier. Pendant le déplacement, le bidon, le truc brillant, comme ils l'appellent, tombe. Donc, on reprochera aux astronautes d'avoir perdu des échantillons. En fait, non, ils le ramassent. Donc là, vraiment, ça commence à l'agacer. Il y a des trucs qui fusent de partout dans la conversation, des machins, et ça commence vraiment à être agaçant pour eux. Je vous montre l'autre photo parce que Edgar Mitchell aussi, qui a repris le caddie à ce moment-là, a fait un forage également. Il se déplace un peu plus pour revenir vers le LEM. Le tube de forage tombe par terre également. Les astronautes ne l'abandonnent pas. C'est un tube de forage qui en plus était un peu pollué par un autre forage précédent qui a été fait là-haut mais qui n'a pas marché près du cratère. Donc ils ramassent tout ça, mais ils sont quand même un peu excédés. Alors voilà, ces deux-là ont-ils fait le job correctement ou pas? Moi, ce qui apparaît, c'est que, on les voit ici à l'entraînement, sur Terre, non, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Shepard faisait des blagues, mais finalement, j'ai le sentiment qu'il a quand même écouté quelque chose et que sur la Lune, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Simplement, ils ont été victimes d'une chose, c'est que personne n'était préparé à cette exploration et à cette difficulté-là. À la difficulté de parcourir 1,5 km à monter avec le scaphandre, avec des arrêts imposés avant dans la montée, qui retardaient, et avec la difficulté à se repérer sur la Lune. Donc là, c'est à leur décharge. Alors, je mets en parallèle ces deux photos, je l'ai extrait d'une autre conférence que je faisais. Là, c'est les bons élèves. En photo couleur, vous avez John Young, qui est le premier, le plus avancé, en bleu. Derrière, le dernier, c'est Charlie Duke, que certains d'entre vous ont peut-être vu il y a 15 jours à Montrouge, que nous avons réussi à faire venir en France. Ça, c'est les bons élèves. Et ici, vous avez Fred Haise et Jim Lovell d'Apollo 13 qui devaient se poser à l'endroit d'Apollo 14. Et ça, c'est les bons élèves en géologie. Et puis, vous avez les mauvais élèves, là.
J'ai fait exprès de prendre cette photo. C'est pas bien, c'est un truc de journaliste. Vous voyez la tête d'Alan Shepard, on a vraiment l'impression qu'il regarde les roches de travers et que Edgar Mitchell, les mains dans les poches, s'en fout un peu. En réalité, quand même, ces deux hommes ont bénéficié d'un matériel qui était la première version des scaphandres lunaires. Vous voyez, c'est le même gars qui a mis les deux scaphandres. Ça, c'est les scaphandres d'Apollo 11 à Apollo 14. Vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est ici au niveau du bassin. C'est que les scaphandres étaient un peu plus souples et ils étaient mieux articulés ici pour pouvoir rentrer, monter à bord de la Jeep lunaire, qui allait être un outil extraordinaire pour explorer. Et regardez la souplesse, ça c'est Charlie Duke. Ça leur donne quand même une autre souplesse. Là, bon, il tombe. Mais vous allez voir qu'il va se remettre et il était plutôt fit, comme on dit aujourd'hui. Hein, grâce à ce scaphandre de nouvelle génération que n'avaient pas ni Shepard ni Mitchell. Voilà. En plusieurs temps. Bravo. En tout cas, c'est le genre d'acrobatie que ni Shepard ni Mitchell ne pouvaient faire lors d'Apollo 14. Ils étaient contraints de marcher. Vous voyez la Jeep lunaire ici employée par David Scott, c'est David Scott aux commandes. David Scott qui est dans la salle de contrôle d'Apollo 14 à ce moment-là et qui voit comment les équipes au sol, il y avait deux équipes de scientifiques qui étaient à deux endroits différents, n'arrivaient pas à conseiller aux astronautes d'abandonner par exemple les étapes intermédiaires pour gagner du temps, pour aller à l'objectif principal. Et ça, avec le rover, je vous montrer cette belle vidéo pendant que je parle. Ça, c'est au cours de la mission Apollo 16. C'est la seule fois où on voit le rover rouler comme ça. Ça a été pris par Charlie Duke. C'est John Young qui commande le rover. La stratégie avec ce rover, ça va être d'aller... On va aller plus loin. Hein, on va pas faire 1,5 km. On va aller jusqu'à 7 km lors d'Apollo 17. 7 km du LEM. Et la contrainte est toujours la même, c'est les réserves d'oxygène et d'énergie du scaphandre. Donc, ce qu'on va avoir appris avec Apollo 14, c'est qu'il faut enlever ces étapes intermédiaires quand on va à un objectif lointain. Il faut aller d'abord au plus loin et ensuite s'arrêter sur le chemin du retour. Parce que s'il y a un pépin, d'abord, on a du temps pour se récupérer et pour revenir. Et ensuite, on ne perd pas de temps superflu dans des étapes secondaires. Donc, pour moi, Apollo 14 a vraiment marqué l'importance de la stratégie à suivre en matière d'exploration, y compris avec cet outil formidable qui était le rover, qui se déplaçait environ à 10 km à l'heure. Bon, il y a eu des pointes de vitesse à 17 km à l'heure, voire au-delà. C'est les records, chacun le revendique. Apollo 16, Apollo 17. Mais comme le compteur était bloqué, on ne saura jamais. Ça bloquait à 17 km à l'heure, donc on ne pourra jamais savoir. Mais en tout cas, Apollo 14 vraiment détermine toute la stratégie, y compris en cas de panne du rover. On sait à quelle vitesse les deux astronautes à pied pouvaient revenir. Si le rover vous lâche à 5 km, est-ce que vous êtes capable de revenir à pied? Donc on se basait sur la vitesse des deux, en fonction des deux, Shepard et Mitchell, en fonction du terrain, de la pente, etc., pour savoir s'ils seraient capables de revenir en cas de problème sur le rover. Là, je vous montre une carte, ce que les Américains appellent les traverses, c'est-à-dire en gros les trajets faits lors des trois sorties d'Apollo 17, la dernière mission en décembre 1972. Donc le module lunaire, comme indiqué, est là. Là, lors de la première sortie, ils ont fait une petite excursion ici, mais bon, il y avait autre chose à faire, il y avait à mettre la station scientifique, donc on ne pouvait pas aller très loin. Et concentrons-nous simplement sur la deuxième sortie, qui est là. Vous voyez que alors, il y a des trucs LRV1, LRV2, LRV3. Ça, c'est pas vrai. C'est des arrêts, mais sans descendre. C'est-à-dire, les astronautes sont à bord du rover, ils s'arrêtent, ils prennent quelques photos et ils repartent. Donc, c'est vraiment totalement secondaire. Mais vous voyez qu'entre le LEM et, je ne sais plus, la station 2, 2 et 2A, 2, c'est la plus lointaine, au pied de South Massif, il y a 7 km, mais il n'y a pas d'arrêt. Hein. Et là, il y a à peu près 40 minutes de route, comme ça. Et la stratégie, c'est ça. On va d'abord au plus loin et on revient ensuite. Vous voyez que toutes les autres stations scientifiques, qui sont là, là, là et là, sont sur le chemin du retour. Identique là. Alors le tracé est un peu différent, donc il y a un peu plus de marge de sécurité. Mais on va d'abord ici
Et puis après, on s'arrête, on a le temps de revenir puisqu'on va beaucoup moins loin. Donc, pour Apollo 14, c'est là que toutes ces règles, en fait, ont pris leur... moi, je voulais vous donner une... petit tour en rover quand même, pendant que je parle. Ça, c'est lors d'Apollo 15. L'image est moins bien. C'était pris avec la caméra 16 mm. Vous voyez un peu... C'est des images extraordinaires parce qu'elles ont 50 ans. Et c'est comme, un peu comme dans les Grands Prix de Formule 1, vous avez la caméra embarquée. C'était ça, c'était une caméra 16 mm, donc plutôt de bonne qualité. Manque de peau, elle n'a pas très bien fonctionné lors d'Apollo 15. Et vous voyez un peu à quoi ça ressemble une traverse géologique avec le rover. Donc toute cette stratégie a été, à mon sens, grandement mise en avant et comprise avec les échecs d'Apollo 14. En fait, cette histoire qu'on reproche aux astronautes d'Apollo 14 de ne pas avoir bien fait leur boulot, elle est amplifiée par des petites choses qui relèvent plus de la communication que d'autre chose, qui est que, par exemple, avant de finir la deuxième sortie, avant de repartir vers la Terre, Shepard, que vous voyez là, celui qui bouge, hein, il a pris un outil géologique et au bout de cet outil géologique, il a mis un fer 6 de golf et il a emporté 2 balles de golf et devant la caméra télévision, il leur reste quelques minutes, eh bien sa petite première à lui, c'est de taper 2 balles de golf. On va le voir. Bon, il s'en sort plutôt mal lors de la première fois, mais en fait, il ne peut pas utiliser les deux mains comme un vrai joueur de golf, donc il fait ça comme un coup droit de tennis, en fait. Au début, il tape un peu dans la motte, il faut bien le dire. Mais il est quand même adroit, il va y arriver. Et il va être content de son coup, et quand il va enfin taper sa deuxième balle, il va dire... miles and miles and miles. C'est-à-dire, elle est partie à des miles, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. En réalité, c'est pas tant que ça. On l'a retrouvé la balle sur une photo. Elle est à quelques centaines de mètres. C'est un bon coup, une bonne sortie de bunker, mais rien de mieux. Et donc voilà, ça c'est l'image que les gens retiennent. Donc on se dit, Shepard, il est allé sur la Lune pour se faire plaisir et pour taper une balle de golf. Au prix où c'est, ça fait un peu cher le putt ou le drive. À côté de ça, comparaison, j'ai fini. À côté de ça, comparaison, si j'y arrive, Apollo 15, David Scott, qui lui est dans la salle de contrôle d'Apollo 14 et qui dit tous ces atermoiements là, toutes ces erreurs, tous ces problèmes pour se localiser, tous ces atermoiements des scientifiques, ça n'arrivera pas dans ma mission. David Scott, il est un très très bon élève, c'est le meilleur élève en géologie, et il veut faire de sa mission un exemple de l'exploration scientifique de la Lune. Et à la fin, lui, quand il a quelques minutes, lui aussi avant de repartir, au lieu de prendre une balle de golf ou un ballon de foot ou de rugby américain, il prend son marteau de géologue, c'est symbolique, c'est un outil de travail, et il prend une plume d'oiseau, de faucon. Son module lunaire s'appelait Falcon, le faucon. Et il dit, je vais faire l'expérience de Galilée, regardez bien, c'est maintenant. Je vais lâcher le marteau et la plume en même temps. Et normalement, en l'absence d'atmosphère, dans le champ de gravité de la Lune, les deux devraient toucher le sol en même temps. Donc il fait de la pédagogie. Et il dit, Galilée, qui avait imaginé ça en 1610 et quelques, avait raison. Voilà, la gravité s'exerce bien comme il l'avait prédit. Et vous voyez qu'il y a une question d'image entre ces deux missions qui collera aux bottes des astronautes, qui sera dégradée encore plus par le fait que Mitchell, sur le chemin du retour entre la Terre et la Lune, fera des expériences de télépathie. Ça a mal passé. Donc on se dit, en gros, ces deux-là, c'est des guignols. Mais ce n'est pas le cas. Donc je vous montre ici une visualisation 3D. Les reliefs sont amplifiés, mais voilà quand même ce qu'ils ont exploré. Ils sont passés tout près du cratère. Ils ont rencontré des choses que personne n'avait rencontrées avant eux. Ils ont vraiment donné au sens physique du terme. Ils se sont donnés à fond pour vraiment rencontrer les objectifs scientifiques déterminés par les chercheurs eux-mêmes. Ils voulaient vraiment que leur mission soit réussie. Oui, ils rigolaient au fond de la classe, mais ils avaient bien compris le job.
ils l'ont fait. Et voilà le terrain difficile sur lequel ils se sont aventurés. Et finalement, la meilleure chose pour rendre justice à ces deux-là, qu'au départ, finalement, on pouvait prendre pour des space cowboys, voilà, ça c'est le point le plus loin où ils sont arrivés. Ce sont les déclarations de Fred Hayes, très bon élève d'Apollo 13, qui était Capcom, qui dit « Je ne pense pas que j'aurais fait mieux ». Et Don Willems, qui est géologue et qui critiquait Shepard, finit par reconnaître, bien que j'ai été plutôt dur sur Shepard, les transcriptions, c'est-à-dire les audios, tout ce qui, leurs conversations, la réalité par opposition aux impressions révèle qu'il avait bien compris les problèmes géologiques. Et donc, voilà, je pense qu'on peut rendre hommage à ces deux-là. Vous retrouverez le récit complet de cette excursion géologique et de toute la mission Apollo 14 dans mon livre que je peux vous dédicacer si vous le voulez ensuite à l'Espace Librairie. Ils ont marché sur la Lune. Je vous signale aussi ce numéro qui était le numéro de Ciel Espace de l'été 2019 que vous devez trouver à la boutique Ciel Espace. Et puis j'ajoute celui-ci, je n'ai pas trouvé une image très résolue, c'est pour ça que je l'ai remis un sticker par-dessus, où là, j'ai écrit un article justement qui vous raconte tout ça, avec plus de documentation que je ne l'ai fait au cours de cette conférence. C'est le petit article qui est marqué ici. J'avais appelé ça Cold Case, puisque c'était 50 ans après, l'exploration de la Lune qui a fini en procès, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de procès évidemment. Si on avait eu le temps, j'aurais bien monté un procès fictif ici. Quelqu'un aurait interprété Shepard, d'autres des géologues et tout ça. Ça aurait pu être marrant. À la fin, vous auriez voté comme Robert Hossein à l'époque. Le Covid a ruiné tous ses espoirs de metteur en scène amateur. Et vous avez eu droit juste à une conférence. Donc, je vous remercie de votre attention.